Bonjour à tous, bienvenue au FRAC Alsace. Aujourd'hui, journée européenne du patrimoine consacrée à l'architecture. Et pour cette occasion, l'équipe du FRAC Alsace a souhaité mettre en valeur une réalisation d'Elmar Frengwälder, qui nous fait l'honneur d'être présent aujourd'hui avec nous, et qui a réalisé cette œuvre qui ouvre le clos du jardin du FRAC, et nous fêtons les 10 ans de sa réalisation. Et à cette occasion, l'ensemble de l'équipe du FRAC a souhaité développer ce projet, cette exposition, pour raconter la création d'une œuvre, de sa conception à sa réalisation, avec toutes les étapes nécessaires pour arriver au résultat que vous connaissez et qui est visible, que vous avez vu en avance. Je vais faire une intro qui va peut-être être un peu longue, mais ça permet de resituer les choses. Donc l'ouverture de l'expo se fait dans le contexte des Journées européennes du patrimoine en 2025. Donc la thématique, c'est le patrimoine architectural, et donc ça nous semblait vraiment essentiel de mettre en avant le portail, parce que même s'il s'agit d'une sculpture, on verra que cette sculpture en fait emploie tous les termes de l'architectonique, enfin les termes utilisés en architecture, et par son thème et par sa forme. Je vous donne la définition qu'a donnée le ministère de la Culture sur cette thématique cette année. Donc le patrimoine architectural qui façonne nos paysages et notre mémoire culturelle. Selon la définition de l'Académie française, l'architecture est l'art de construire, de disposer ou d'orner des édifices. Le thème de cette année mettra ainsi l'accent sur les réalisations artistiques et techniques de l'architecture qui, au-delà de leurs fonctions et usages, qui évoluent au cours des temps, constituent souvent un point de repère important tant du point de vue de l'histoire locale, nationale et européenne que de la mémoire collective. Voilà, donc ça nous semblait vraiment intéressant et essentiel d'inclure le portail dans cette thématique. La ville de Sélestat, comme le FRAC propose, une série d'événements qui se déploient durant tout le week-end. Vous avez sur le site de la ville de Sélestat tout le programme qui se déploie dans la ville durant ces 2 jours. Et bien sûr aussi sur le site du FRAC Alsace, vous avez toute la programmation et la fiche programme téléchargeable également. Voilà, donc cette table ronde ouvre pour l'occasion l'exposition Les mystères de la fusion, exposition anniversaire des 10 ans 2015-2025 de WVZ 284. Une sculpture d'Elmar Frengwälder dans l'espace public à Sélestat, et dont le commissariat a été assuré par l'équipe du FRAC. Je souhaitais donc qu'ils soient tous et toutes remerciés pour leur contribution à la réalisation de cette exposition et de son programme. Le FRAC Alsace est soutenu principalement par le ministère de la Culture, la DRAC Grand Est, la région Grand Est ainsi que la ville de Sélestat. Il développe ses missions sous l'autorité de son conseil d'administration. Le bureau donc est composé de Marie-Thérèse Montalto, la présidente, Gabrielle Kiatowski, vice-présidente, et de Pierre Lissler, son trésorier. Donc le patrimoine architectural, c'est un terme qui est pertinent de prime abord et qui incite à lever les yeux sur l'environnement bâti qui nous entoure, mais il est réducteur concernant WVZ 284, car elle est avant tout une sculpture qui utilise un vocabulaire architectonique, comme je le disais tout à l'heure. Néanmoins, on n'en est pas à une ambiguïté près, car nous verrons que question structure et fondation, la sculpture a bénéficié d'un savoir-faire qui emprunte aux techniques du bâtiment et ne laisse rien au hasard pour qu'elle tienne la route 10 ans après. Le terme aussi sculpture monumentale participe de ce brouillage des pistes, puisqu'un monument, la définition même de monument, désigne un ouvrage aussi bien de sculpture que d'architecture. Donc les invités présents vont en parler durant cette table ronde qui s'intitule WVZ 284 d'Elmar Frengwälder, la genèse, enjeu d'une commande publique qui s'inscrit dans le patrimoine de la ville de Sélestat depuis 2015. Il s'agit en effet d'évoquer l'histoire de cette sculpture, de la commande à sa réalisation. Et pour cela, donc, je vais vous représenter les personnes qui sont présentes autour de cette table.
Donc, et à ma gauche, donc j'ai Bernard Jordan, qui est un galeriste situé à Paris, mais aussi Berlin et Zurich, et dont l'activité remonte à 1984. Il représente l'artiste Elmar depuis 2002. Bernard définit ses rapports avec les artistes comme du compagnonnage, au quotidien comme dans la durée. Il nous expliquera comment il a accompagné et soutenu l'artiste durant la réalisation du portail. Elmar Trengwalder, donc artiste autrichien, né en 1959, qui est auteur de WVZ 284 et dont je vais tirer un bref portrait après la présentation du tour de table. Il nous racontera aussi les différentes étapes de la commande, des avancées, mais aussi un peu les déboires. On racontera, ce sera l'occasion de raconter aussi ces anecdotes là. Madame Britta Reichert, donc, qui est traductrice assermentée en France et Allemagne, qui est experte judiciaire et enseignante en langue allemande, ingénieure diplômée en architecture de paysage, et ce qui pourra grandement nous aider à bien comprendre le process artistique et technique de ce projet en traduisant donc nos propos. Raymond Richter, donc ancien ingénieur conseil au bureau d'études OTE pour la phase d'études conception et puis de réalisation de la sculpture. Il nous dira en quoi consistaient ses missions à cette occasion. Et je vous présente aussi Francis et Vanessa Santac, son épouse, une entreprise de métallerie artisanale qui aujourd'hui s'appelle Steel Shop, je crois, maintenant. Non, fin du mois. Ah, d'accord. Je prends ma retraite là. Ah, d'accord, très bien. Qui est basé à Célestat avec plus de 15 ans d'expérience, spécialisée dans la conception et la fabrication de mesures de pièces en acier pour professionnels, architectes, collectivités et particuliers. Voilà, donc je vais présenter assez rapidement le parcours de l'artiste. Donc Elmar est un peintre, dessinateur et sculpteur qui vit et travaille à Innsbruck. Il étudia auprès des peintres Max Weiler et Arnulf Renner à l'Académie des Beaux-Arts de Vienne. Et après s'être destiné dans un premier temps à la peinture, l'artiste a ensuite expérimenté une large gamme de matériaux et de techniques. Et c'est en 1986 qu'Elmar utilise quasiment par hasard la céramique, un mode d'expression qui va dominer sa pratique aux côtés de la peinture et du dessin. D'ailleurs, il y aura une conférence dans un mois qui je pense, développera un peu plus cet aspect-là, qui sera l'objet de la conférence du mois d'octobre, du dessin au volume. Elmar développe ce matériau dans des dimensions monumentales, on l'a dit, inattendues et surprenantes, qui lui a permis du coup de poursuivre une carrière internationale au fil d'importantes expositions. Je ne vais pas pouvoir toutes les citer, mais il y a l'Oberösterreichisches Landesmuseum à Linz, je ne sais pas si je le prononce bien, excusez-moi, en Autriche en 2003, avec la Fondation Antoine de Galbert, la Maison Rouge à Paris en 2008, si je ne me trompe pas, résidence artistique à la Manufacture de Sèvres en 2013, ornement et obsession au MUBA de Tourcoing en 2014, et l'année dernière au Muséum Boijman van Beuningen à Rotterdam, Pays-Bas. Le FRAC Alsace, effectivement, en 2008, quand on lui avait consacré une exposition. Et en 2005, le musée du Louvre à Paris lui avait commandé une sculpture destinée à être installée au sein de ses collections. Il développe une œuvre polymorphe et exubérante qui interroge une relation d'appartenance et de résonance entre l'esprit humain et l'univers. Cette œuvre se construit sur une dialectique du corps et de l'espace, tentant de réunir les deux comme les aspects paradoxaux d'une même réalité. Tout en enracinant sa recherche dans un rapport à l'inconscient, Elmar Trengwalder explore les liens entre architecture et nature et dans les champs d'inspiration qu'elles représentent l'une pour l'autre dans un va-et-vient entre structure et ornement. Il produit des œuvres évocatrices à la fois de paysages, de monuments ou d'architecture fantastique, pouvant évoquer, pour ceux qui connaissent, le palais idéal du facteur cheval et dont la multitude de détails végétaux et corporels traduit une activité imaginative très dense, voire proche d'hallucination. Nourri à la fois de l'univers montagnard alpin, de la culture, de l'architecture baroque largement répandue en Autriche et en Bavière, notamment religieuse, le travail d'Elmar Trengwalder rend visible des territoires aux confins du réel et du rêve, également en lien avec les puissances imaginatives de l'art brut. Les formes organiques qu'il donne à voir sont empreintes de fantastique et de grotesque, mais entretiennent aussi un rapport avec un certain primitivisme, révèlent un besoin fondamental de structuration que traduisent des jeux nombreux de symétrie dans ces sculptures.
C'est aussi, la sculpture d'Elmar Trengwalder est aussi une œuvre théâtrale à caractère architectonique, je l'ai déjà dit, et anthropomorphique. Elle met en scène une prolifération de figures de la reproduction et exprime un élan vitaliste puissant entre jaillissement et évanouissement. Elle constitue en cela une métaphore de la création et du geste artistique en transformation permanente. Voilà, donc c'était une manière de vous dire que ces notions sont importantes pour comprendre les enjeux esthétiques, mais aussi techniques de l'œuvre. En effet, les références trop précises enlèvent aussi toute spontanéité au geste de l'artiste. Il préfère se fier aux éléments bien tangibles du lieu et des repérages successifs et laisser faire son imagination ensuite, tout en respectant une échelle de taille qui lui semble mieux correspondre à ses attentes. Donc je vais vous présenter donc les conditions techniques de WZ 284. Elle est composée d'éléments indépendants montés sur une structure métallique interne de soutien, elle-même implantée dans une fondation en béton coulée dans le sol. Cette sculpture est réalisée en blocs de céramique de grès émaillé. La cuisson à très haute température, la technique spécialement adaptée à une œuvre implantée en extérieur, le mode de montage et l'épaisseur des éléments sont la garantie d'une solidité proche de celle de la pierre. Les joints non scellés compléteront la résistance aux conditions climatiques. La glaçure rend le nettoyage et la maintenance aisés. Le matériau résiste en particulier aux attaques acides, à la poussière et aux effets de la pollution. Le nettoyage se fait à l'eau et éventuellement au jet de vapeur sous pression. L'installation de la sculpture s'est décomposée en 3 lots, la fondation, la structure métallique et la pose de la sculpture en elle-même. La fondation et la structure métallique ont été confiées à 2 prestataires extérieurs travaillant de la région de Sélestat. L'installation réalisée par l'artiste, en collaboration avec un maître d'œuvre, la société OTE Eugénierie à Mulhouse, qui était déjà prestataire pour le Conseil régional d'Alsace. L'Agence culturelle d'Alsace était le maître d'ouvrage du projet. Donc la sculpture est installée à l'entrée du jardin du Frac, à l'arrière du bâtiment, vers les berges de Lier. L'élément de droite, vous avez pu le remarquer, est accolé au mur de séparation en béton du côté du parvis, et l'élément de gauche, lui, est isolé. Vu de l'extérieur, le dessin strict de la base s'inscrit avec une certaine fluidité dans la continuité de la conception architecturale rigoriste du bâtiment. Et vu de l'intérieur, la masse des détails ornementaux constitue la ramification d'un motif de liane ou de plantes grimpantes en espalier qui répond à la vigne. Et aujourd'hui, au jardin de Gerda et Jorg, Schatz et Jardin. D'une manière générale, l'œuvre est pensée comme un élément en rupture avec l'esthétique moderniste du bâtiment, du Frac, mais il représente bien un élément intermédiaire entre la nature du construit et la nature domestiquée du jardin sous forme de parcelles de vignes. Je vais parler du développement de la commande maintenant, et ces questions-là, je vais les poser à Elmar et Bernard. Puisqu'on parle de genèse, je voulais leur demander quand est-ce qu'était apparue pour la première fois l'évocation d'un portail à l'entrée du jardin du Frac. Et qui vous a demandé ce travail. Est-ce un travail de commande qui était évoqué suite à l'exposition de l'artiste en 2008? Et quel en était le cahier des charges dans le contexte du Clos du Frac par Nicolas Boula? Voilà, on va commencer par ces questions-là, si vous le voulez. Die Idee kam eigentlich von Olivier Grasser, mit dem ich zum ersten Mal in Amiens eine große Ausstellung zusammen organisiert. Und die Idee für dieses Portal kam, nachdem Olivier Grasser den Frac Alsace geleitet hat und ist an mich herangetreten, ob ich zum Garten von Nicolas Boula ein Portal machen möchte. Und Olivier hat natürlich gewusst, dass das Thema des Portals für mich interessant ist. Und so hat sich das über mehrere Jahre entwickelt, mit Skizzen und Überlegungen zu diesem Projekt. Je vais juste rajouter pour ceux qui ne connaissaient pas, donc Olivier Grasser était le directeur du Frac Alsace, donc de 2008 à 2015. Als Anforderung war, dass eine Durchfahrtsbreite von, glaube ich, 2,10 Meter einzuhalten war, und dadurch gibt es natürlich auch gewisse technische Vorschriften zu beachten. Et quel rôle jouait le galeriste? Du darfst auch. Du darfst auch was sagen. Moi, je connaissais assez bien Olivier Grasser parce que j'avais travaillé avec lui déjà au début dans les années, fin des années 80, début des années 90.
Et puis ensuite, il avait travaillé avec moi à la galerie, et puis ensuite, il avait commencé à travailler dans des institutions, dont justement la Maison de la Culture d'Amiens, dont il était le chargé art plastique, et qu'il a organisé plusieurs expositions, dont une belle exposition d'Elmar, avec des pièces dont certaines d'ailleurs ont été montrées également ici. Je pense que dans l'évolution, ou dans la réflexion sur la proposition d'Olivier Grasser d'inviter Elmar, la résidence qu'a faite Elmar à la Manufacture de Sèvres a joué un rôle très important, parce que déjà pour Elmar, c'est la première fois qu'il faisait des sculptures en grès. Donc pendant cette résidence, qui a duré en fait 2 ans, il a réalisé une trentaine de sculptures en grès et s'est familiarisé avec cette technique, quoi, qui n'est pas très différente d'ailleurs de la faïence, mais qui était une condition, une des conditions pour réaliser une sculpture en extérieur, car seul le grès était garanti contre le gel. Alors ensuite, la question qui s'est posée, c'était que Elmar en fait travaillait à Innsbruck avec un céramiste qui avait des fours à faïence. Mon rôle justement, ça a été d'essayer de trouver des lieux. On est allé voir à Limoges, au Craft, on demandait s'il pourrait assister Elmar pour la réalisation de la sculpture. Et en fait, c'était très compliqué pour différentes raisons, des raisons de budget, et puis surtout pour Elmar de se déplacer, de faire des allers-retours de Innsbruck à Limoges, ça aurait été trop compliqué. Et c'est à ce moment-là qu'Elmar a finalement décidé, en 2012, d'acheter des fours pour les installer à Innsbruck. Et il s'est acheté 2 fours, un grand, un petit, des fours à grès, et je me suis pas mal occupé, puisque comme ça, le fabricant était en France, c'est un peu moi qui ai joué le go-between entre le fabricant et Elmar. Alors oui, je vais évoquer justement l'acquisition aussi en 2010 des 2 maquettes d'études qu'on peut voir dans la première partie de l'exposition. Donc, et de 4 dessins par le FRAC Alsace. Donc, c'est WVZ 234 et 235 pour les maquettes d'études, et WVZ 1453 à 1456 pour les 4 dessins. On évoque aussi ce WVZ, en fait, qui est une méthodologie d'inventaire que l'on trouve en Allemagne et qui... Alors, Werkverzeichnis. Werkverzeichnis. Voilà, c'est ça. Merci Elmar d'avoir précisé ça. Est-ce qu'il y avait eu des réticences quant à sa réalisation, aussi bien du côté de Célestat que de Sèvres? Parce que je me souviens qu'il y avait, que vous aviez justement évoqué les difficultés de pouvoir cuire les éléments là-bas. Est-ce que ça, à un moment donné, ça a pu mettre en danger la réalisation? Non, en fait, on avait la première demande avant de poser la question au Craft à Limoges, on avait posé la question à Sèvres. Et en fait, c'était complètement irréaliste de le faire avec Sèvres, parce que déjà, pour faire leur propre sculpture, ils mettent un temps fou. Alors, pour réaliser une commande, ils ont dit que déjà, financièrement, ça ferait exploser le devis. Et puis, au point de vue temps, alors là, ça aurait mis 10 ans, 15 ans à être réalisé. Donc, c'était très rapidement une solution qui a été écartée. La question, c'est est-ce que vous étiez confiant quant à l'idée de réaliser une sculpture en extérieur à une échelle monumentale? Parce qu'à ce moment-là, vous n'aviez pas forcément eu l'habitude jusqu'ici de faire ce type de réalisation en extérieur. Comment vous avez pris cette commande à l'idée de le réaliser dans ces conditions? Ja, natürlich, weil es eine spannende Aufgabe ist, sowas zu machen. Was ich eigentlich noch dazu zur Größe oder zur Monumentalität sagen möchte, ist, das sind für mich keine monumentalen Skulpturen, die eigentlich immer im Körperbezug stehen, weil ich die selber mache. Monumental sind für mich Arbeiten, die ausgeführt werden, die Maßstäbe in die Vergrößerung setzen, also nicht 2:1, sondern 1:2, also die Verdoppelung oder die Verdreifachung. Also ich bin nicht interessiert an Monumentalität per se, sondern für mich ist es das Ausloten einer Größe, die ich als Künstler umsetzen kann. Und insofern war ich natürlich sehr interessiert, sowas zu machen. Et sur les choix esthétiques du portail, j'aimerais bien aussi que vous nous
nous disiez quelles étaient les contraintes, à la fois esthétiques, on parlera plus de la technique après. On parle là d'un double pilier qui marque l'entrée d'un seuil de jardin. À l'époque, c'était le clos du Frac, donc qui évoquait justement l'entrée d'un clos, enfin comme on peut le voir souvent dans des domaines viticoles. Et du coup, cette contrainte du double pilier donne en fait une liaison quasiment gémellée, jumelle, hein, entre les deux piliers, sans être identiques, mais qui donne quand même un effet miroir. On voit un peu les deux se répondent quelque part. On voit qu'ils sont liés et en même temps qu'ils développent des formes différentes. On peut y voir aussi la formation d'une arche, mais qui ne se rejoint pas, qui est en cours de formation, parce qu'on est on est bien plus qu'entre deux piliers, on est presque là dans quelque chose d'organique. Les deux côtés tentent de se joindre. Voilà, donc je voudrais que vous nous disiez comment vous avez pensé l'esthétique de ce pilier. Ja, das ist jetzt schon sehr gut beschrieben, was du gesagt hast, Pascal. Wie gesagt, in der Kunst ist immer so, das eine ist das Theoretische, das Abstrakte, aber für mich als grundsätzlich ist das richtig, es gibt zwei Seiten, es sind Spiegelungen, es ist Trennung, es ist eigentlich alles vorhanden, was du beschrieben hast. Merci Elma. On va parler plus concrètement donc du lancement de la commande et de sa réalisation. Quand on voit la taille des boisseaux, et notamment les éléments supérieurs, comment procédez-vous pour les modeler en fait, sans qu'il y ait un risque de déformation du matériau, le temps de séchage, le poids de la partie supérieure sur la partie inférieure de chaque boisseau, enfin, parce qu'on a vu des photos où ça représente de très gros volumes et quand on le travaille cette matière, il y a forcément, elle reste molle et donc comment fait-on pour que tout se tienne et ne se fissure pas, ou en tout cas ne se déforme pas dans la réalisation, dans le modelage. Wenn man mit Steinzeug arbeitet, wird man mit größeren Schwierigkeiten konfrontiert, da sich bei diesem Material natürlich durch die sehr hohe Hitze Verformungen des Materials zwangsläufig ergeben und natürlich auch schon der Ton in der Trocknungsphase sehr stabil sein muss. Also es würde jede Verzerrung von 2-3 Millimetern spürt man natürlich bei einer Höhe von 5 Metern. Und insofern ist darauf zu achten, dass das Material das Richtige ist. Alors oui, justement, je demande à ce que vous nous expliquiez dans le process, donc les valeurs à demander à propos de la terre cuite sont le coefficient de dilatation et la contrainte de rupture en compression. J'aimerais que vous nous expliquiez quelles sont ces deux contraintes. Ich meine, wenn man mit Ton über 10 oder 20 Jahre intensiv arbeitet, und ich habe an diesen Projekten, an denen ich alle gearbeitet habe, natürlich sehr viel gelernt und Erfahrung mit dem Material bekommen. In der Technik, auch früher beim Häuserbau, hat man halt so gebaut, dass die Häuser halt stehen geblieben sind. Das waren Erfahrungswerte. Also es ist nicht nur konstruiert, sondern man hat versucht und ausprobiert, was zu machen ist und was hält und was zusammenbricht. Also das ist im Grunde eigentlich das Spiel. Und wie gesagt, man geht immer an die Grenze von dem und versucht es auszuloten. Natürlich muss es ausführbar sein. Donc on l'a dit, hein, c'est un grès de céramique qui est cuit au four à 1250 degrés. On voit aussi d'emblée une modification des émaux qui sont roses sur les maquettes. Pour ceux qui ont vu la première partie, on le voit sur les maquettes, et qui finalement est plutôt vert de gris sur le résultat final. Est-ce qu'il y a une raison particulière à ce changement de couleur? Nein, es ist eigentlich ein rein ästhetischer. Das ist eine Frage der Farbe, die ich möchte. Dazu kann man Versuche und Proben machen, damit man sieht am entsprechenden Scherben, das ist der Ton oder ein Bruchstück von Ton, der als Versuch hergenommen wird, um eine Glasur auszuprobieren und die Farbe, die mit der Vorstellung und der Form einhergeht, einzusetzen.
Im Grunde ist die Farbe einer Skulptur nicht immer gleich von Anfang an bei mir ausgesucht, sondern die entsteht eigentlich mit dem Modellieren und mit dem Arbeiten und entwickelt sich eigentlich im gesamten Arbeitsprozess mit, so wie die Skulptur eigentlich auch. Es kann irgendwas als Idee rot beginnen und endet mit grün. Also oft sind es wirklich komplementäre Vorgänge. Es gibt das Modell von der blauen, von dem kleinen Modell dort. Da habe ich eigentlich die erste in grün-rot gemacht und die große Arbeit ist blau-gelb. Also das sind eigentlich komplementäre Farbgruppen. Also wie gesagt, da gibt es kein Gesetz dafür. Da gibt es zu dem blauen Modell ein Modell im Maßstab 1:5, das ist etwas größer, also doppelt so groß. Und das hat die Farbe grün-rot oder grün-rötlich und dann die endgültige Arbeit, also die den Körperbezug hat, die ist dann blau-gelblich. Also das sind eigentlich die Komplementärfarben. Und ich will eigentlich damit nur sagen, dass das sich eigentlich meistens auf sehr grundsätzliche Sachen, so wie jede Figur eigentlich auf sehr einfachen geometrischen Formen basiert, aufbaut und dann eigentlich immer mehr sich individualisiert. Und jede Arbeit ist eigentlich hat einen eigenen Rhythmus und einen eigenen Duktus, der gefunden werden muss. Im Grunde hat jede Skulptur eine Struktur in sich. Das könnte man mit einem Schachspiel vergleichen, vielleicht, wo ein Karo ist und man hat immer, wenn man das so macht, nachher folgt das oder das schränkt ein. Aber es hat immer einen Bezug und es hat immer eigentlich, muss immer eigentlich im System bleiben. Man kann schon, es gibt gewisse Ausbrüche, die sind möglich, aber das hat Folgen. Es hat Folgen und das muss wieder ins System passen. Ja. Merci. Vu que l'on est dans une sculpture en extérieur, comment vous avez pensé la structure de maintien à l'intérieur? Est-ce que vous aviez une idée déjà préétablie ou est-ce que c'est vraiment l'apport du bureau d'études par la suite qui donnera vraiment une direction, enfin en tout cas à la façon dont l'intérieur même des boisseaux doit être réalisé? Das war auch eine der entscheidenden Voraussetzungen, dass dieses Tor durchfahrbar bleibt, war natürlich zu bedenken, was ist, wenn das Fahrzeug das Tor streift und sozusagen die Basis mitzieht. Das heißt, es würde der ganze Turm zusammenbrechen, sobald das untere Element fehlt oder zerbrechen würde. Und da war die Zusammenarbeit mit Herrn Richter und der hat diese Aufgabe sehr schön gelöst mit dieser Konstruktion, die sozusagen, wenn das untere Teil rausbricht, die oberen Teile immer noch an der Eisenkonstruktion befestigt sind. Also der Turm kann durch Anfahren oder zusammen, es könnte auch Vandalismus geben, indem man mit einem Hammer ein unteres Teil zerschlägt und dann würde trotzdem der ganze Turm nicht zusammenbrechen. Weil die Konstruktion ist so ausgelegt, dass die Arbeit grundsätzlich wieder abgebaut werden kann. Sonst steht es natürlich auch andere Lösungen geben, mit Beton anfüllen oder sozusagen so stabil zu bauen. Aber Herr Richter hat diese Konstruktion vorgeschlagen und ist sehr elegant und schön gelöst. Du coup, c'est l'occasion de me tourner vers M. Richter, donc, parce que on vient de parler de la structure, mais j'aimerais, une fois que l'appel d'offres a été lancé, comment vous avez accueilli en fait cette demande de conseil en ingénierie sur un projet comme celui-ci, une sculpture? Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez déjà expérimenté? Est-ce que c'était, on va dire, un peu une expérience inédite? Comment le lien avec l'artiste aussi s'est construit ensuite sur cette base? On est des constructeurs de bâtiments, donc c'est tout à fait exceptionnel qu'on ait des sujets de cet ordre, mais ça a été relativement facile. Je suis venu sur le sujet les mains dans les poches,
J'ai écouté ce que l'artiste avait à dire, m'a expliqué ce que c'était que ces structures. Il y avait un dessin que vous pouvez voir là-bas. Vous voyez l'image globale, et puis vous voyez tout d'un coup une image où c'est coupé en morceaux. Ces morceaux, c'est ce qu'on sait cuire. Vous pouvez voir qu'à un moment donné, j'ai demandé quels étaient les poids de ces morceaux. La feuille existe là, il a estimé le poids de chacun des morceaux. Et puis il y a eu des discussions. À un moment donné, on a imaginé de remplir de béton pour donner une cohérence, mais ça n'était plus démontable. On a imaginé 2-3 choses. Elmar a aussi, le dessin existe, supposé une ossature, enfin une espèce de mécano interne, mais qui n'était pas satisfaisant parce que quand vous regardez l'œuvre de face, vous avez la sensation de quelque chose d'autostable. Par contre, traversez le portail et quand vous êtes au milieu, regardez-le par la tranche, vous verrez que c'est une lame de couteau dans le ciel et que le vent peut le renverser. Donc à partir de là, il faut lui redonner ce qu'on appelle une résistance intrinsèque, une résistance interne, mais sans durcir les points d'appui puisque c'est du grès cérame, qu'une face peut se dilater d'une certaine manière parce qu'il y a le soleil, de l'autre côté, il n'y a pas le soleil et même il fait froid. Donc il faut qu'aussi chaque élément puisse un petit peu bouger. Est-ce que la structure interne devait être très rigide? C'est l'histoire du pot de terre contre le pot de fer. Hein, donc on a eu des discussions et il y a un équilibre qui s'est fait. Les croquis sont donnés. Là, ça s'est terminé avec des croquis très simples à la main, à laquelle on a rajouté les éléments parce qu'il fallait aussi monter l'objet. Vous verrez que la tour qui est à l'intérieur se monte étage par étage. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle est conçue comme une étagère, c'est-à-dire que si vous enlevez un élément du bas, parce qu'il s'est fendu, parce que peu importe quoi, il faut que le reste debout et soit supporté, et sans que ce supportage apparaisse, bien sûr. Et quant à la nature du matériau, si vous regardez l'œuvre, vous verrez que les joints ne sont pas très égaux. Sur le dessin du fractionnement, c'est un beau trait de 1 cm d'épais partout, mais sur place, le joint a des fois 2 cm, des fois 3 mm. Pourquoi? Parce qu'au four, il y a des déformations. Voilà. Donc, en fin de compte, c'était pas très compliqué, et d'autant, je suis assez content parce qu'on voit sur la table que ça s'est pas fait en une réunion, quoi. Elmar avait son idée, connaissait son matériau, que je connaissais pas du tout, hein, mais les explications de l'un et de l'autre, on n'a pas eu à se rencontrer 36 fois, et on s'est très vite construit, et on a pu passer à la réalisation de la tour. Voilà. Merci, Monsieur Richter. Donc justement, oui, ça a permis, vous l'avez dit, de faire évoluer les questions de technique de l'artiste, hein, dans ses intentions. Et justement, on a parlé de la prise au vent, effectivement, de la résistance au gel, à la chaleur, l'infiltration d'eau, la solidité des fondations. Vous avez parlé aussi de dilatation. Et donc la structure métallique en question. Comment vous avez travaillé avec Francis justement sur ces questions-là? Est-ce que l'expertise de Francis a aussi aidé à comprendre la structure interne? Parce que je souhaiterais savoir comment vous avez aussi collaboré sur ces questions-là. Je pense que votre apport, ça a surtout été, il y a un moment donné, c'est un mécano. Dans le mécano, il y a les barres, mettons que je les ai dessinées, et puis j'ai dessiné des vis, et qu'il a défini quelles étaient les vis pour pouvoir y mettre les doigts et serrer, parce qu'on était toujours dans un boisseau comme ça, que ça se faisait au fur et à mesure. Hein. Ça a été monté en 3-4 fois. En 4 jours. Ah, les structures? On atteint les... Oui, non, moi 6-7, je crois. Ouais. Un petit morceau. Oui, parce qu'il y a 2 éléments de portail. Voilà. Donc c'est 3 ou 4 étages chaque fois. Ça se termine avec un élément qui est juste vissé avec une vis papillon, hein, très simple, qui tient comme ça. Voilà. Les choses sont passées, il n'y a pas eu de heurts, chacun venait avec son... Il y a des matériaux en mousse. Le métal, quand il vient en contact de la terre,
séparé de la terre par une mousse. Quelle mousse, hein? Les mousses, vous en connaissez tous, entre votre matelas et puis le caoutchouc de votre nœud, il faut choisir quelque chose. Ben, on a discuté de ça et on a choisi un certain matériau disponible, sûr dans le temps, hein, parce que c'est matériaux de synthèse, leur problème c'est beaucoup ça, quoi. Je chauffe et je disparais. Voilà. Bon, après, le problème qu'il y avait aussi, le problème qu'il y avait au départ, c'était j'ai dû livrer le matériel sur place et après partir. Mais après, quand j'ai vu qu'il y avait des artistes qui n'étaient pas manuels, donc j'ai décidé que je reste là. Donc je suis resté là 3 jours et j'ai aidé à Elmar à monter ça. On va préciser la nature de la structure, enfin, on appelle ça des HEA, c'est ça? Oui, j'ai des profilés du C'est commerce. des profilés du commerce. Voilà, il y en a là-haut. Et il y a aussi également des plaques, enfin, des plaques de métal plat, enfin, qui servaient notamment pour les parties supérieures à les lier, mais aussi avec des tiges filetées. Et oui, ça c'est vraiment la technique de Elmar. Il a fait des constructions à l'intérieur dans des halls, et donc qui ne subissent pas le vent. Hein. Ces éléments sont simplement boulonnés les uns aux autres avec des tiges filetées qui les pressent les unes sur les autres, qui mettent une précontrainte. Et ici, autant les éléments du bas, c'est pas fait comme ça parce qu'on veut pouvoir en retirer. Hein. Si on comprime un élément, si on comprime un élément sur l'autre, on ne peut pas retirer celui du bas. Donc là, c'est vraiment des barres horizontales et les éléments reposent là-dessus. Donc vous pouvez enlever, c'est un grand mot, mais en tout cas, s'il y en a un qui disparaît, qui est cassé, ou qui perd sa fonction portante, hein, parce que c'est très costaud. À la compression, c'est indestructible, ça. Mais si ça fend, c'est fini. Eh bien, tout le reste, tout le château reste debout. Et il n'y a que le dernier élément qui est entièrement conçu avec une tige filetée qui le tient. Quand on regarde la photo la sculpture de face, il y a certes une partie que l'on voit qui est droite, mais après on sent un léger dévers. Et est-ce qu'il y a là aussi une contrainte en termes physiques, mécaniques? Comment est-ce qu'on conçoit la structure à cet endroit-là? Là encore, vous pouvez voir sur les croquis que un des bras n'est pas vertical, il fait un col pour respecter cette forme, hein, donc ça s'appelle un porte-à-faux dans notre métier. Le gros problème de dévers, c'est plutôt dans l'autre sens. C'est le fait que quand vous regardez par la tranche, on a très peu d'emprise, très peu de largeur pour une hauteur importante, c'est-à-dire l'empattement sans la structure en bas. Un bon coup de vent, tout tombe. C'est comme un mur. Si vous n'avez pas une armature à l'intérieur, un mur de clôture, quoi, s'il n'y a pas des piliers ancrés dans le sol, ben ça marche pas. Or, les boisseaux ne peuvent pas être ancrés dans le sol, ils sont posés. Le problème du renversement, c'est pas quand on est face au portail, c'est quand on le regarde par la tranche, par rapport au vent. Merci. Effectivement, enfin, c'est l'occasion de rappeler que les fondations, donc, qui sont en béton, donc ça a été assez à une certaine profondeur, je crois, de l'ordre de 2 mètres, me semble-t-il, et donc dans lequel a été aussi implanté un poteau HEA pour permettre. Oui, sur les croquis, vous le verrez, il y a un trou. Et il y a la structure principale de chaque portail, c'est 2 poteaux qui sont encastrés dans le sol, dans une réservation. Et donc, je rappelle que c'était la société Kempf qui est à Dambach-la-Ville qui avait réalisé ces fondations-là. La structure, donc, c'est Francis Sontag, nous l'avons vu. Et aussi, moi, ce que je voudrais, c'est aussi évoquer le levage, puisque j'ai le plaisir de revoir un des acteurs de la société Mediaco, justement, qui faisait partie de la société de levage et qui a aidé aussi à monter les éléments par un camion grue, hein, c'est ça? On a utilisé une mini-grue sur chenille et qui est restée sur le chantier jusqu'à 4 jours au moins, si je me souviens bien. Parce que le levage devait être assez précis, parce qu'il y avait l'échafaudage en face. Et il fallait insérer les éléments au fur et à mesure sur la charpente et éviter l'échafaudage. Voilà.
Et oui, je me souviens qu'on n'avait pas forcément eu de gros problèmes d'intempéries. Enfin, il a fait humide à un moment donné, mais on n'a pas eu de vent durant ce chantier-là, je me souviens. Oui, puis pour finir, donc la finition, donc il y a la pose de joints en caoutchouc entre les différents niveaux pour éviter le contact direct entre les boisseaux de céramique, et puis une finition en jointoiement, donc c'était de l'acrylique, un jointoiement acrylique me semble-t-il. Genau weiß ich das Material nicht mehr, es war auf Acrylbasis, Polymerverbindung, kann ich jetzt nicht mehr sagen, müsste ich nachschauen. Je vais vous citer quelques chiffres pour finir, et après on pourra procéder à des questions ouvertes si vous voulez poser des questions à l'artiste ou aux personnes présentes. La sculpture a nécessité 3500 kg de terre nécessaires. On a dit c'est du grès céramique qui a été cuit au four à 1250 degrés. Donc un poids finalement total entre 3 et 3,5 tonnes pour l'ensemble de la sculpture. On a compté 31 éléments, donc des boisseaux en céramique solidarisés entre eux, 7 niveaux de boisseaux et un bouchon qui comme l'a expliqué Monsieur Richter, permet de compresser l'ensemble de la sculpture. Et les dimensions, donc on a 2 piliers de 5 mètres de haut par 1,60 m de long et par 0,60 m de profondeur. Vous voyez, ça ne fait même pas 1 mètre, et comme vous le disait Monsieur Richter, c'est vraiment, quand on le regarde de profil, c'est vraiment une lame de couteau, effectivement. Donc 2,50 m d'ouverture à la base, entre les 2 piliers. Et pour finir, donc cette procédure de commande publique a relevé de l'initiative spécifique des instances de gouvernance de l'Agence culturelle d'Alsace, et qui a été soutenue par la région Alsace et la DRAC Alsace, ministère de la Culture et de la Communication à l'époque, et avec le concours de la ville de Célestat. Donc je vous remercie de ces échanges, et je voulais vous laisse le micro. Est-ce que quelqu'un souhaite poser des questions quant à ce projet? Sur le croquis, j'ai été impressionné par le montage. Le fait que s'emboîtent 31 pièces. Et je voulais savoir si faire un montage d'un plan, ce qui m'étonnerait, parce que et aussi s'il y a des éléments que tu as dû refaire. Ja, danke für die Frage. Ich baue die Teile übereinander auf, also sie werden übereinander modelliert, aber ich sehe nicht die ganze Skulptur in meinem Atelier, weil das ist 3,50 Meter hoch. Also 2, 3 Etagen werden übereinander gebaut und dann abgehoben und dann trocknen sie, aber nicht die ganze Skulptur. Das heißt, ich baue auch sozusagen organisch in das nächste Teil hinein und ziehe dann eigentlich immer die unterste Etage raus, und so ist es mir möglich, diese großen Sachen zu machen. Zum Teil sind die unteren Teile dann schon trocken, und die werden dann rausgezogen und zum Teil dann als nächstes in den Ofen gesetzt. Also sind Teile der Skulptur sind schon gebrannt, während die anderen noch gar nicht existieren oder noch nicht fertig sind. Alors, je voulais savoir si votre sculpture est une œuvre qui se veut autonome, ou bien est-ce qu'éventuellement elle fait référence à une autre sculpture qui existe déjà? Nein, würde ich nicht. Ich würde sagen, sie ist autonom, weil ich irgendwie immer versuche, was Neues zu machen, auch wenn die Strukturen, das habe ich schon vorhin erklärt oder versucht zu erklären, dass ich eigentlich immer mit sehr einfachen geometrischen Formen beginne. Jede Arbeit beginnt mit einem Rechteck, Quadrat, also vom Boden gesehen, also als Draufsicht. Das heißt, ich entwickle immer was aus der Arbeit heraus. Also natürlich als Künstler sieht man Sachen, man wird beeinflusst, man reagiert drauf, man
man wird inspiriert, aber unter Inspirieren verstehe ich eigentlich, dass man einen geistigen Impuls kriegt, der eigentlich was Neues, was Eigenes sich entwickeln lässt. Es gibt immer Impulse, die sind vielleicht in der Natur, im Gesehenen, im Geträumten, in der Vorstellung. Man überlegt sich irgendwas, aber die Umsetzung im Material braucht oder setzt eigentlich immer eine Abstraktion voraus. Und in diese Abstraktion kommen die neuen Projektionen eigentlich. Das sind innere Projektionen, die ich eigentlich umsetze. Merci. Alors, vous avez mis combien de temps à fabriquer et monter cette œuvre? Et la question qui suit tout de suite, pour vous, combien de temps elle peut tenir en une année, en siècle, par rapport au témoignage, à la construction qui a été faite? Et là, je fais référence aux ouvrages de nos amis grecs, romains, etc. Das hängt davon ab, wie man sie behandelt. Und wenn man sie jetzt zum Beispiel mit einem Erdhaufen zuschütten würde, dann würde sie einige Jahrhunderte oder vielleicht sogar Jahrtausende überleben, also wenn sie eingegraben ist. In der Natur natürlich, wenn sie der Witterung und dem Klima ausgesetzt ist, ist die Lebensdauer natürlich schon etwas eingeschränkt. Wie gesagt, das sind Erfahrungswerte, aber 30, 40 Jahre strapaziert das sicher. Man kann sich auch restaurative Maßnahmen setzen, aber wie gesagt, da habe ich selber nicht die Erfahrung. Aber es lässt sich sicher auch was machen, aber grundsätzlich altert alles. Ich glaube, eine Frage war auch noch, wie lange ich an dieser Arbeit gearbeitet habe. Einige Monate sicher am Modellieren. Ganz genau weiß ich es nicht mehr, müsste ich in die Kalender schauen. Im Grund ist das eigentlich immer sehr intensive Zeit, wenn ich große Projekte mache. Das ist eine mittelgroße Arbeit eigentlich mittlerweile. Aber die längsten Projekte gehen über 2 Jahre oder 3 Jahre an einer Arbeit. Je voulais savoir, M. Trinkwalde, c'est la question du motif, de l'ornement. J'ai bien compris effectivement que la question du rêve, de l'onirisme par rapport à vos ornements, à vos motifs, était vraiment quelque chose qui était requis pour vous dans votre démarche. J'aimerais savoir, parce qu'il y a aussi une autre dimension, c'est la question du contexte. Hein. Vous avez dit, je suis venu à Sélestat, je suis venu voir à Sélestat. En quoi le contexte célestadien et ce portail qui était aussi un clos d'un vignoble, en quoi il a contribué à façonner des motifs et des ornements singuliers en lien avec le contexte? Ich glaube, ja, ich bin eigentlich thematisch schon von der Stadt und der Gartenseite ausgegangen. Es ist eine Skulptur, die teilt, die zu durchschreiten ist. Es ist ein Thema, das mich interessiert. Wie gesagt, sonst das Künstlerische ist eigentlich immer eine Sache, das eigentlich dem Sprachlichen entzieht und eigentlich eine Balance zu finden, die eine Spannung erzeugt und eine Lebendigkeit erzeugt, die mich befriedigt. Und ich glaube, das kann ich auch bei dieser Arbeit, die ich jetzt nach 10 Jahren wieder das erste Mal sehe, sie haltet für mich in der Spannung und das ist der Inhalt. Genauso schwer, wie man einen Traum erklären kann. Man kann ihn vielleicht deuten oder man kann versuchen, eine Botschaft darin zu sehen. Aber im Grunde ist der Traum auch irgendwas, was immer lebendig bleibt und immer weiter voranschreitet. Je mehr man sich damit beschäftigt, umso weiter perpetuiert er sich. Und gibt eigentlich Einblicke vielleicht und Reflexionsmöglichkeiten über unser Dasein. Und eigentlich so fungiert eigentlich auch jedes Kunstwerk. Es ist eigentlich ein Spiegel mit Anspruch, also mit Reflexion auch für den Betrachter, weil jedes Kunstwerk, und je höher der Anspruch des Kunstwerkes, umso mehr erfordert es auch vom Betrachter. Das heißt nicht, dass man Kunstwerke, die sehr anspruchsvoll sind, nicht jeder verstehen oder intuitiv wahrnehmen kann oder auch die Stärke oder die Qualität. Aber letzten Endes geht es mir halt bei anderen Künstlern so,
wenn mich was fasziniert, und gute Kunstwerke faszinieren eigentlich immer und ändern sich auch immer. Sie wachsen eigentlich mit der Reflexion, die man selber einbringt, die jeder Betrachter einbringen kann, indem er sich damit beschäftigt, immer weiter. Und das kann ich sagen. Und ich merke eigentlich auch an die Fragen, dass da sowas wie eine Auseinandersetzung passiert immer. Okay. Merci pour ce long... Entschuldigung, aber das ist so. Es geht eigentlich darum, dass man die Sache, also ich mache sie eigentlich auch für mich. Ich will es sehen. Ich will das so sehen oder ich will das. Oder ich will das für mich begreifen. Une bonne quantité de maquettes ici sont des objets absolument incroyables, de qualité de réalisation. J'aimerais savoir comment aujourd'hui vous regardez ces maquettes. Est-ce que votre regard sur cet outil peut-être a évolué? Comment vous considérez ces maquettes aujourd'hui? Ja, für mich sind diese Modelle schon eigentlich Überlegungen. Es sind Überlegungen, ich weiß nicht, ob es Kunstwerke sind, ich weiß auch nicht, ob ich Kunstwerke mache. Für mich ist, wenn ich die große Arbeit mache, da weiß ich, das hat Körperbezug oder das ist meine Größe. Und das sind Arbeiten, die sind wirklich in die Verkleinerung gedacht, um eine Vorstellung zu haben, wie ich sie ausführen kann. Und natürlich ist alles für mich eine Weiterführung. Und wie man sieht, ich arbeite auch mit Fragmenten. Diese zwei Modelle da, das sind praktisch nur Ausschnitte aus einem größeren Zusammenhang. Ich brauche aber nur dieses Fragment, um mich zu orientieren. Das sind für mich räumliche, weil mein Atelier ist nicht sehr groß. Ich kann die großen Arbeiten nie zusammen in meinem Atelier sehen. Ich sehe immer nur Teile. Und die Sachen sind zum Teil eben fertig und die anderen sind noch gar nicht da. Und ich sehe eigentlich alle großen Arbeiten zuerst einmal in den Ausstellungsräumen. Das erste Mal, ja. Und für das sind die Modelle gut und natürlich jedes Modell gibt mir wieder die Möglichkeit, wenn ich die sehe, aha, das könnte man so angehen. Und da sind natürlich neue Themen. Es sind neue Themen natürlich drinnen versteckt und es braucht irgendwelche Auslöser, um die sozusagen zu realisieren. On se cache des thèmes de sujets dedans et ça m'aide à les réaliser. Oui, justement, il me semble, enfin, tu me diras, Elmar, si je me trompe, mais les maquettes sont aussi une manière de dessiner, en fait, en 3D, en fait, en volume. Helfen auch das 3D zu sehen oder zu... Ja, klar, es gibt gewisse Modelle, die, oder Arbeiten, wie zum Beispiel die große Grüne dahinter. Das ist eine Skulptur, die habe ich vor 3 Jahren ausgeführt oder fertig gemacht. Und da habe ich fast keine Zeichnung dazu gebraucht. Aber ich habe dafür 2 Modelle gemacht, um die Orientierung zu haben, wo ich umgehe. Aber das ist eigentlich nur ein Gerüst, die sind eigentlich auch so weit vage, um die Form zu behalten. Sie entsprechen schon der Form, aber ich mache da nichts nach, sondern es ist eigentlich nur die Geometrie, die da drinnen steckt. Weil ich bin durch die Ofengröße natürlich auf eine Struktur angewiesen, die... À cause de la taille de mon four, je dois m'y adapter. Ja. C'est très bien que vous parliez des maquettes. Merci Gabriel pour cette question, parce que j'aimerais qu'on évoque, juste peut-être pour l'anecdote, la commande que vous aviez réalisée pour le Alt Residence à Salzbourg, qui était donc le projet là, la maquette qu'on voit sur notre gauche était le projet de départ. Et au final, on arrive plutôt à ce
enfin une portion du résultat, hein, c'est pas l'intégralité de la proposition, mais ces deux maquettes sont en face l'une de l'autre pour montrer que effectivement, lors d'une commande, le projet évolue, et donc j'aimerais que vous nous racontiez comment s'est passé pourquoi ce passage de l'un à l'autre proposition. Es war grundsätzlich ein Wettbewerb, der ausgeschrieben war, den Eingangsbereich des Museumsquartiers in Salzburg, das ist die Residenz die Salzburg, und das war als Wettbewerb ausgeschrieben und ich habe mit diesem Modell gewonnen, sozusagen den Auftrag. Dann war eigentlich sie wollten Blindmodelle aufstellen, zu sehen, das sind Modelle, dass man sieht, wie das wirkt. Der ganze Platz ist unter UNESCO-Welterbe. Donc toute la place est protégée, c'est UNESCO. Héritage mondial de l'UNESCO. Et ils voulaient d'abord faire un essai, ce que ça va donner. Aber es ist gar nicht so weit gekommen, da hat es irgendwelche politischen Interventionen gegeben. Il y avait des querelles politiques. Und das wurde irgendwo dann sehr schnell auf die Seite geschoben. Und dann haben sie mir als Angebot sozusagen gesagt, ich kann den Innenraum, den Gang gestalten. Proposé à la place de faire l'entrée, de faire l'entrée, enfin à l'intérieur. Ja. Das wurde ausgeführt und ist eigentlich. Et donc ça a été fait. Oui, d'ailleurs, on diffusera aussi durant l'exposition le film que nous a gracieusement prêté l'Académie la céramique Gemunden, et on les remercie aussi pour ça. Voilà, s'il n'y a plus de questions, on va conclure ici. Je vous remercie infiniment pour ces échanges riches qui nous a permis de vraiment comprendre le processus donc de la commande à la réalisation. Et on va pouvoir passer à l'inauguration de l'exposition. Voilà, je vous remercie tous et toutes. Et donc, à tout de suite.